Est-ce que vous saviez qu'un biopic a été fait sur Donald Trump? En tout cas, son équipe de campagne a tout fait pour que vous ne soyez pas au courant de son existence. Ça s'appelle The Apprentice et on en parle tout de suite. Il y a deux types de personnes, il y a les gagnants et il y a les losers. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on est là pour parler de The Apprentice qui sort dans les salles françaises ce 9 octobre. Avec mon camarade Alexandre, on l'avait découvert lors de sa présentation au Festival de Cannes 2024 et pour être clair tout de suite, je trouve que ce biopic sur les jeunes années de Donald Trump a été l'une des très belles surprises de la compétition alors que le terrain était bien miné comme il faut. En fait, c'est un peu ce dont j'ai envie de parler dans cette vidéo. Pour moi, The Apprentice esquive la plupart des pièges dans lesquels il aurait pu tomber, ce qui rend les polémiques contre lui assez risibles. Donc d'un côté, je vais vous parler de ce qui en fait pour moi un super film, mais il est aussi important que l'on parle des problèmes que le film rencontre depuis sa présentation à Cannes, notamment en ce qui concerne sa sortie américaine, qui a failli ne pas se faire. Mais rassurez-vous, la démocratie va très bien. Déjà, il est bon de préciser que The Apprentice ne parle pas de la carrière politique de Donald Trump, mais de son ascension dans les années 70 dans le domaine de l'immobilier, avec au centre de la narration la création de la fameuse Trump Tower. Mais surtout, on suit la relation qu'il tisse avec celui qui va devenir son mentor et son maître à penser, Roy Cohn, avocat véreux et entremetteur politique qui va plus ou moins façonner le Trump qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est amusant, c'est que malgré son titre, qui fait référence à une émission de télé-réalité que Trump a lui-même présentée pendant des années, et c'est terrifiant, The Apprentice ne parle pas de sa carrière dans le showbiz, alors que ça a grandement épaulé son arrivée en politique. Donc concrètement, le film resserre sa chronologie sur les années 70 et 80, et l'esthétique globale contraste les décennies par deux looks différents de l'image. Dans les années 70, il y a ce grain de la pellicule agrémenté d'une photographie à la patine chaude qui évoque pas mal le cinéma de Scorsese de l'époque, à commencer par Taxi Driver. Et puis pour les années 80, on a cette espèce de filtre VHS qui accompagne une plus grande froideur des textures et de la lumière. C'est pas forcément le plus fin, mais au fond c'est un peu la question que pose le film. Est-ce qu'on peut encore être subtil quand on parle d'une personnalité aussi outrancière, vulgaire et plus généralement bigger than life? Si Donald Trump se perçoit comme le symbole d'une réussite à l'américaine, c'est bien qu'au fond il reflète une certaine image de son pays dans tout ce qu'il a d'apparat, de bling bling et de promesses plus ou moins bidons. Pour être franc, j'avais un peu peur que cet argument soit la bonne excuse pour que l'ensemble se transforme en grosse caricature sur la décadence des États-Unis, qui ferait de Trump ce monstre de foire aux mimiques exagérées, alors que bon, il entretient déjà très bien cette image tout seul. They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets. Fort heureusement, ce n'est pas le cas, pour deux raisons très simples. La première, c'est la présence assez étonnante de Sebastian Stan dans le rôle principal. Alors c'est vrai que dès qu'il sort de l'écurie Marvel, où on s'est habitué à le voir en soldat de l'hiver, il aime bien prendre des risques avec son image de beau gosse un peu ténébreux, que ce soit avec Moi, Tonya ou Fresh. Et dans le cas présent, le risque était massif. Pas tant parce qu'il incarne l'ex-président, mais parce que sa performance aurait pu planter le film. Il a lui-même parlé du fait d'éviter de jouer Trump comme s'il était au Saturday Night Live, alors que c'est hyper tentant d'accentuer sa bouche en cul de poule et son timbre de voix si particulier. Mais justement, Stan a tenu à être le plus possible dans la retenue, ce qui fait qu'on est vraiment embarqué avec le personnage, investi dans son histoire et pas laissé sur le bas-côté avec une mauvaise imitation. Le deuxième point, c'est le fait que le film soit réalisé par Ali Abazi. Génial réalisateur iranien, déjà repéré par deux films, Border et Les Nuits de Mashhad. Et c'est important de revenir quelques secondes sur ces deux films-là. Border, c'est un film sur deux personnages disgracieux, qui apprenaient à se comprendre. C'était une sorte de réflexion romantique sur la figure du freak, nous obligeant à adopter un point de vue confronté à nos propres biais. Puis, Les Nuits de Mashhad s'attaquaient à un autre type de monstre, à savoir un tueur en série de prostituées en Iran, dont la caméra embrassait le point de vue déviant et par extension celui, assez terrifiant, d'une société iranienne qui le légitimait dans son obscurantisme et sa misogynie. D'ailleurs, je vous recommande la critique qu'on avait écrite à l'époque, que vous pouvez retrouver sur le site d'Écran Large. Et d'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, on propose un abonnement pour pas cher qui vous donne accès à des articles exclusifs chaque semaine. Et ça aide par extension nos autres formats comme cette chaîne YouTube. Pour revenir à Ali Abazi, son rapport au monstrueux rendait forcément curieux de son traitement sur Donald Trump. Mais comme je le disais, c'est là qu'on pouvait craindre le biopic faussement provoque qui allait enfoncer des portes ouvertes. Sauf qu'à l'instar de ses deux précédents films, ce qui marche dans The Apprentice, c'est sa faculté à ne pas prendre de distance cynique avec son sujet. À vrai dire, le film choisit même dans un premier temps de forcer une forme d'empathie pour le jeune fils à papa surnommé Donnie. Il est un peu dadais, mal à l'aise dans les hautes sphères du New York des années 70, et c'est justement là que Roy Cohn va voir en lui un projet qu'il va sculpter à la manière de Pygmalion.
Et j'en profite maintenant pour dire que si Sebastian Stan est super dans la peau de Trump, c'est bien Jeremy Strong, que vous avez surtout vu dans Succession, qui vole la vedette à chaque scène. Son Roy Cohn est flippant, extravagant, souvent insaisissable, avant de devenir étonnamment touchant, malgré son comportement de connard fini. The Apprentice, ça a finalement la logique d'un genre de film typiquement américain. Le film de sport. Le jeune cadet prometteur trouve un mentor qui va l'amener au sommet parce que c'est évidemment la force de ses ambitions qui va lui permettre de se transcender. Ou du moins, c'est ce que le personnage croit. Ce que s'amuse à construire Ali Abazi, c'est un film sur la mutation, qui capte avec une certaine finesse la transformation physique d'un ogre américain qui allégorise à lui seul le tournant du pays vers les pièges du libéralisme. Ça passe bien sûr par l'enlaidissement de Sebastian Stan au fur et à mesure du film, mais aussi par des séquences absolument horrible de chirurgie esthétique qui montre Donald Trump comme quelqu'un qui essaie toujours de tricher avec les affres de la réalité. Et c'est là que le film est malin, parce que sa première partie prend son temps et sans même se laisser aller au passage obligé du biopic, alors qu'il cherche toujours le pas de côté, le moment où ce film de sport va dérailler, ou le moment fantasmé se casse. Pour moi, il y a un exemple parfait de ça lors de la première rencontre de Trump avec sa future première femme Ivana dans un restaurant. Au début, on peut penser à un cliché de film romantique avec lui qui est là à trôner fièrement au haut d'un escalier alors que leurs regards se croisent. Sauf que ce chant contre chant est entravé, parasité tout du long par les barreaux de l'escalier qui empêchent un contact réel entre les deux personnages et symbolisent la prison dans laquelle ils vont s'enfermer ensemble. Et puis petit à petit, la machine s'emballe. Les initiatives de Trump en matière de business deviennent de plus en plus agressives et finissent par dépasser Roy Cohn, et à partir de là, plus personne ne peut l'arrêter. Ali Abazi aurait pu se contenter de connecter ces moments charnières de la vie de l'homme d'affaires avec ses futurs déboires judiciaires et ses punchlines abjects. Mais il préfère s'attacher, avec un regard quasi sociologique, à l'intelligence évidente de Donald Trump, ou du moins à une forme d'intelligence qui repose sur sa ténacité. Plus l'homme gagne en confiance, et plus sa beaufrie aujourd'hui légendaire éructe de manière décomplexée. Et de ce côté-là, le réalisateur n'a pas tellement besoin d'enfoncer le clou pour montrer que l'assurance du personnage explique autant son ignorance crasse de la médecine que son homophobie, alors que la crise du sida est en train d'exploser. Ce qui intéresse Abazi, c'est d'observer l'impact émotionnel direct de ce comportement. Si Donald Trump est d'abord soumis à un paquet de daddy issues, on comprend bien que c'est quelqu'un qui performe tout le temps, parce qu'il est tout le temps en quête de reconnaissance, dans l'attente de l'appréciation et de l'admiration des autres. Sauf qu'à force d'être enfermé dans la bulle de son ego et de son ambition, il finit tragiquement par s'isoler, et ça donne à mes yeux l'intrigue secondaire la plus passionnante du film, qui gravite autour du frère aîné et toxicomane de Donald, qui se fait rejeter par sa famille. Et c'est là que The Apprentice se montre assez désarmant. À la grande surprise de tout le monde, ce portrait au vitriol se veut aussi touchant, parce qu'il perçoit bien derrière la façade calculatrice de Donald Trump une naïveté humaine, mais aussi une naïveté qui se traduit par sa croyance totale et sincère dans les dogmes libéraux dont il se rêverait le symbole ultime. Il dit lui-même dans le film, à la manière d'un YouTuber à plusieurs millions d'abonnés, que l'Amérique se distingue entre tueurs et losers. Trump est vraiment persuadé qu'il suffit de croire en ses rêves. Il est vraiment persuadé que ces deals immobiliers qui n'avantagent que lui vont créer du ruissellement financier, et il est persuadé que la liberté, la vraie, ne peut exister que par le prisme d'un entrepreneuriat roi. Ce que fait Ali Abazi, c'est pas tant de tirer le portrait d'un homme d'affaires qui a passé sa vie à mentir aux États-Unis pour sa propre gloire et ses propres intérêts. C'est de tirer le portrait de quelqu'un qui a passé sa vie à se mentir à lui-même. Trump voudrait incarner ce fantasme du self-made man qui a réussi tout seul, alors qu'il s'est autant reposé sur sa fortune familiale que sur les conseils de Roy Cohn. Et dans les deux cas, il finit par s'auto-persuader de la paternité de ses idées et de sa réussite, qu'il pille dans une régurgitation typiquement capitaliste. On se doutait que The Apprentice ferait un rapprochement entre le passé de Donald Trump et ses conséquences sur son mandat de président. Mais au fond, c'est autre chose que veut filmer Ali Abazi. D'une certaine manière, oui, Donald Trump représente bien une certaine idée de l'Amérique. En s'attardant sur son corps de plus en plus empesé, le réalisateur capte autant sa mutation monstrueuse que celle des États-Unis, dans leur course folle au profit, embarqués dans un ultralibéralisme hors de contrôle, le tout teinté de post-vérité. La conclusion du film est simple, si Donald Trump y croit sincèrement, c'est bien qu'il y avait un électorat qui avait aussi envie d'y croire. Donc concrètement, The Apprentice est beaucoup plus malin et moins frontal qu'il n'y paraît. Et globalement, sa réception à Cannes en mai dernier a été
très bonne. Mais aux États-Unis, la plupart des médias culturels comme Variety se sont interrogés sur le fait qu'en juin, le film n'avait toujours pas de distributeur, ce qui n'arrive jamais pour ce type de proposition, surtout lorsqu'elles sortent d'un des festivals les plus prestigieux au monde. Dans beaucoup de cas, les films de Cannes sont achetés avant même leur diffusion au festival, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le distributeur Neon impressionne autant par son flair, parce qu'il a acheté coup sur coup les 5 dernières Palmes d'Or, avant même qu'elles ne soient récompensées, à savoir Parasite, Titane, Sans filtre, Anatomie d'une chute et le génial Anora de Sean Baker cette année. Mais Neon avait justement sorti Les Nuits de Mashhad d'Ali Abazi, donc semblait être un candidat logique pour soutenir The Apprentice, d'autant que le film avait forcément pour lui son côté sale gosse un peu sulfureux qui allait forcément faire vendre. Sauf que tout ça s'explique par le fait qu'au moment de sa présentation à Cannes, Stephen Chung, le porte-parole principal de Donald Trump, a annoncé dans la presse qu'il voulait traîner le film en justice. Nous allons intenter une action en justice pour répondre aux affirmations manifestement fausses de ces prétendus réalisateurs. Ces bêtises sont de la pure fiction qui sensationnalisent des mensonges démystifiés depuis longtemps. Comme pour les procès illégaux de Biden, il s'agit d'une ingérence électorale de la part des élites hollywoodiennes qui savent que le président Trump reprendra la Maison-Blanche et battra leur candidat parce que rien de ce qu'ils ont fait n'a fonctionné. Alors ce qui est à la fois glaçant et amusant dans cette déclaration, c'est qu'elle est totalement dans la veine de ce que Roy Cohn apprend à Donald Trump dans le film, à savoir de constamment attaquer et contre-attaquer et de ne jamais s'avouer vaincu, même quand il vaudrait mieux se taire. Le truc, c'est que la démarche de Trump et de son équipe de campagne est malheureusement logique. Et même si Ali Abazi a été le premier à dire que l'ex-président aimait bien attaquer tout le monde en justice sans forcément avoir beaucoup de résultats, il reste que ça a des conséquences. Est-ce que c'est de la censure ? Pas directement, mais c'est de l'intimidation, qui a refroidi la plupart des studios hollywoodiens qui auraient pu vouloir distribuer le film. Entre l'épée de Damoclès que représentent de potentielles poursuites et la crainte de voir Trump reprendre la Maison-Blanche, autant dire qu'une majors ou même une plateforme de streaming sait qu'elle pourra le payer cher plus tard. Selon un article de Variety, l'équipe de The Apprentice a vu tout ça comme une forme de censure, d'autant qu'à ce moment-là, Kamala Harris n'était pas encore la candidate démocrate et Trump était devant Joe Biden dans les sondages. Pour citer l'article, s'il revient à la Maison-Blanche, M. Trump pourrait prendre sa revanche en tirant parti de sa position pour bloquer ou ralentir les transactions tout en faisant appel à différentes agences de régulation pour examiner de plus près leurs activités. Mais ce n'est pas tout. The Apprentice a aussi eu durant sa production le soutien du milliardaire Dan Snyder au travers de sa société Kinematics. Et Dan Snyder, c'est un soutien affirmé de Donald Trump, qui a carrément financé ses campagnes et qui était persuadé à la lecture du scénario que le film serait un portrait flatteur de l'entrepreneur. Est-ce qu'il est con ou est-ce qu'Abazi l'a filouté entre le scénario et le tournage ? On sait pas vraiment, mais je mise plutôt sur la première solution, étant donné que Snyder se planque derrière le fait que les décisions créatives autour de The Apprentice ont été prises par les responsables de sa boîte Kinematics, histoire de se dédouaner. En même temps, on peut comprendre ce qui coince, parce qu'en plus de montrer Trump se shooter au speed, The Apprentice a une scène particulièrement glaçante où l'homme d'affaires viole sa femme Ivana. Alors ça sort pas de nulle part, c'est même basé sur une déposition faite par Ivana Trump en 1989, mais sur laquelle elle est étonnamment revenue en 2015 au moment de la première campagne présidentielle de son ex-mari. Tiens donc. Alors d'un côté, Dan Snyder n'a jamais eu la possibilité de tuer dans l'œuf The Apprentice. Légalement, il ne pouvait pas, même s'il a essayé d'imposer un nouveau montage pendant des mois. En revanche, comme il était l'un des investisseurs importants du film, il avait son mot à dire sur la vente potentielle à un distributeur. Et c'est aussi pour ça que ça a longtemps coincé. Au final, Kinematics a accepté de revendre ses parts du film à l'un de ses autres financiers, James Chaney, et sa société Rich Spirit, avec du coup l'excuse du différend créatif. Grâce à ça, The Apprentice a pu trouver un distributeur, mais c'est pas vraiment la joie. C'est Bealcreef Entertainment qui a récupéré le film, une petite structure qui n'a pas vraiment un pédigré de rêve, puisqu'il s'occupe de sortir la plupart des derniers films de Liam Neeson. Est-ce qu'on peut parler d'ingérence malvenue dans la sortie de The Apprentice ? Ce qui est sûr, c'est que les divers bâtons mis dans ses roues ne l'ont pas aidé. Et pour un pays qui prétend être la plus grande démocratie du monde, c'est quand même chaud qu'un film sur la vie d'une de ses figures politiques majeures ait failli ne pas sortir. Surtout quand, en face, le public se pignole sur un biopic bien complaisant sur Ronald Reagan. Ali Abazi espérait que le long métrage sorte à l'automne pour créer le débat durant l'élection présidentielle, mais encore une fois, il parle surtout de l'Amérique en général. Il observe comment Trump s'intègre dans un monde économique, médiatique et politique changeant dont il n'est finalement qu'un exemple un peu exacerbé. Et c'est pour ça qu'Abazi n'a eu aucun problème à proposer à l'intéressé de lui montrer le film, ce que Trump aurait refusé selon ses dires. La vraie déception, c'est que The Apprentice risque tout de même, par cette censure déguisée, de faire l'effet d'un pétard mouillé aux États-Unis. L'équipe a carrément mis en place un Kickstarter pour assurer au film une plus longue exploitation en salle. C'est dire le niveau de loose. Mais si vous mettez une certaine somme, vous pouvez récupérer l'une des perruques de Sebastian Stan et ça,
c'est cool. Heureusement, en France, Metropolitan Film Export avait acquis les droits avant même la diffusion cannoise du film. Parce qu'avant d'être un objet polémique, The Apprentice est surtout une très belle réflexion sur l'évolution du capitalisme américain à la fin du XXe siècle, et sa manière d'avoir laissé des figures aussi extrêmes que Donald Trump émerger sans que ça choque grand monde. Et quoi que vous pensiez du film, je pense qu'il est très intéressant de le voir pour alimenter le débat. Et ça fait plaisir de voir le cinéma américain retrouver cette vigueur politique et critique envers son système, surtout en cette période électorale. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite pour ça à voir ma vidéo sur Civil War d'Alex Garland. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Stop.